Alors, ici, un petit peu de culture générale. Donc, les deux dernières feuilles des Olympiades de 5e sont plus de la logique, de la culture générale, de la lecture de graphique. Il ne fallait pas tellement étudier. Enfin, on peut quand même un petit peu se cultiver. Donc ici, vous avez différents gaz. Alors, des gaz, ça va être des acides binaires légers, des non-métaux sous forme élémentaire, sont souvent gazeux, et des oxydes non métalliques. Et ils ont quand même quelques caractéristiques. Donc quand on cherche quelqu'un qui éteint la flamme d'une bougie, on va certainement pas prendre l'oxygène qui va la nourrir, donc ça va plutôt la raviver. Donc l'oxygène nourrit la flamme, ravive la flamme. Quand on éteint la bougie, ça va être peut-être un petit peu tout ce qui va remplacer l'oxygène, mais souvent ce qui va être produit par la combustion de la bougie, ça va être du CO2. Donc si on met par exemple un verre par-dessus une bougie, ça va finir par ne plus avoir d'oxygène parce que le CO2 est plus lourd que l'air et va remonter. Il va finir par empêcher la flamme de rencontrer l'oxygène. À bois lorsqu'on enflamme. Dans un tube, si on met de l'hydrogène, il va brûler tellement vite qu'on va entendre un sifflement de gaz qui rentre dans le tube. Et donc celui qui aboie dans un tube, c'est celui-là. Nous, on s'est amusé à faire des bulles de savon avec de l'hydrogène. Et on a vu une boule de feu, donc l'hydrogène qui allait chercher l'oxygène pour brûler. Et là, il n'y a pas de sifflement puisqu'on n'a pas le tuyau comme dans une flûte. Mais voilà, donc à bois lorsqu'on enflamme, c'est la caractéristique de l'hydrogène, du dihydrogène. Sans l'œuf pourri, donc dès que ça sent mauvais, les boules puantes, c'est souvent du soufre. Donc c'est ça qui est produit dans les œufs quand ils pourrissent. Le tueur silencieux, c'est le monoxyde de carbone. Donc quand il a une énorme affinité pour l'hémoglobine du sang. Et donc quand on respire un petit peu de CO, ça prend la place et on est un petit peu moins bien oxygéné. Donc ceux qui fument inhalent du CO en permanence un petit peu, donc sont plus vite essoufflés, moins de globules rouges sont fonctionnels. Donc ne fumez pas. Alors, lecture de graphique. Donc on a un graphique qui montre la masse d'un sel qui peut être dissous dans 100 ml d'eau en fonction de la température. Donc la quantité exacte de sel qui est soluble à une certaine température est sur cette ligne-ci. Si vous mettez moins de masse, vous avez une masse de soluté en défaut. La solution n'est pas à sa saturation. Si vous essayez d'en mettre plus que ce que la solution ne peut dissoudre, vous allez avoir une masse de soluté en excès et un reste de solide. Vous n'allez pas pouvoir tout dissoudre. Alors quand on met dans 10 ml 30 g de sel et qu'on agite, donc on peut regarder, tiens, à 17 degrés et demi, qu'est-ce qui est soluble? On vous dit 200 g dans 100 ml. Donc ça c'est ce qu'on lit sur le graphique, à 17,5, on est à 200 g de soluble. Et donc si on met 200 g dans 100 ml, nous on est dans 10 ml, donc on va pouvoir dissoudre 10 g dans 10 ml. Donc ça c'est ce qu'on sait dissoudre. Si nous on essaye d'en mettre 30 g, on a introduit de trop. Donc la masse en excès, ça va être la masse introduite moins la masse dissoute. Donc si on a introduit 30 g dans 10 ml et qu'on s'est dissoudre 20 g dans 10 ml, il y a 10 g qui vont rester sur le carreau. La masse qui restera sous forme solide, c'est ces fameux 10 g. Donc on est avec cette solution avec 30 g dans 10 ml et on la chauffe pour dissoudre tout. Donc on voudrait bien trouver une solubilité, je ne sais pas à quelle température, où 30 g sont dissolubles dans 10 ml. Donc si je cherche sur le graphique, je vais devoir rechercher dans 100 ml, donc x 10, donc 300 g dans 100 ml. Donc j'essaie de dissoudre 30 g dans mes 10 ml, donc je cherche sur mon graphique, tiens, quand est-ce que je sais dissoudre 300 g dans 100 ml, donc je cherche ici, et c'est à la température de 35. Donc c'est à 35 degrés que je sais dissoudre 30 g dans 10 ml, 300 g dans 100 ml. Donc je dois chauffer jusqu'à 35 degrés pour pouvoir dissoudre tout mon soluté et ne plus avoir d'excès. Alors on continue, ça se complique. Donc on ajoute maintenant 10 ml d'eau. On avait 30 g dans 10 ml, maintenant on a 30 g dans 100 ml, dans 20 ml, pardon. On ajoute encore 10 g de sel, donc on n'a plus 30 g mais 40 g. On n'a plus 30 g dans 10 ml, mais 40 g dans 20 ml. Ok, donc ça, 40 g dans 20 ml. On refroidit jusqu'à 5 degrés et on voit l'apparition de cristaux. À quelle température les cristaux se forment et quelle masse aura-t-on? Donc ici, il y a de nouveau les mêmes calculs à faire. Donc si j'ai 40 g dans 20 ml, pour le voir sur les graphiques, je vais faire
fois 5 pour arriver à 100 ml. 40 fois 5, tatatam, 200, non 200 grammes dans 100 ml. En fait, j'étais à 35 degrés, j'ai dilué, en fait. Je suis arrivée. Donc ça, c'est la dilution. Moins de soluté dans la même quantité de solvant, puisqu'on rajoute de l'eau, on a plus de solvant. Donc je suis maintenant ici. Donc j'ai rajouté 10 ml d'eau, 10 g de sel. J'ai en fait dilué et rajouté un peu de soluté. Et donc maintenant, je vais refroidir. Donc je vais prendre une autre couleur. Bleu. Donc je refroidis. Je refroidis, on me dit à un certain moment ça va précipiter, mais en fait c'est ici, c'est à cet endroit-là que mes 200 g dans 100 ml, mes 40 g dans 20 ml vont commencer à précipiter. Donc la température c'est 17,5. Donc c'est à 17 degrés et demi que cette quantité de soluté va commencer à être à l'équilibre et donc je vais commencer à avoir un soluté en excès. Alors maintenant si je cherche à 5 degrés, le soluté en excès, je vais chercher le nombre de grammes qui aura précipité, donc ce sera qu'on pourra récupérer. Donc moi j'ai besoin de ma solubilité à 5 degrés. Donc je vois qu'à 5 degrés je sais mettre 150 grammes dans 100 millilitres. Nous n'avons pas 100 millilitres mais 20 millilitres. Donc je vais diviser par 5. Donc je sais mettre 30 grammes dans 20 millilitres à 5 degrés. C'est la solubilité à 5 degrés. Et moi, j'ai essayé de mettre combien? 40 grammes. Donc si je cherche ma masse en excès, j'introduis ma masse, j'ai introduit 40 millilitres, j'ai su dissoudre 30 grammes, masse soluble. J'ai introduit 40 grammes dans les 20 millilitres, moins 30 qui se sont solubilisés, il me reste 10 grammes. Donc j'ai de nouveau récupéré 10 grammes. Voilà, donc ces lectures de graphique étaient lentes et il fallait suivre vraiment tout le raisonnement. Mais voilà, c'était pas inaccessible, certains ont bien réussi. Donc, la dernière question des Olympiades de chimie en 5e, c'était une question de matériel de laboratoire en fait. Donc un mode opératoire sur la synthèse de l'acide benzoïque par oxydation du benzaldéhyde à l'aide de permanganate de potassium. En fait ici vous aviez des informations pour remplir l'équation bilan non pondéré. Donc c'était du C6H5CHO plus du KMNO4 qui devait donner du C6H5COOH, donc l'acide benzoïque. Alors on a introduit 20 ml de soude et du benzaldéhyde dans un ballon bicol, donc un ballon avec 2 cols. Donc le mélange de soude et benzaldéhyde est dans ce ballon-là, numéro 4. Quelques grains de pierre ponce, on adapte un réfrigérant à reflux, donc le réfrigérant c'est ici. L'eau doit toujours arriver froide au niveau du point le plus chaud, donc en bas. Donc l'entrée de l'eau est au numéro 3 et l'eau la plus chaude ressort en haut, au numéro 1. On adapte un réfrigérant, une ampoule à addition, donc c'est une ampoule avec un petit robinet, on additionne doucement. On introduit 60 ml de permanganate de potassium et on l'introduit petit à petit, donc le permanganate de potassium est dans l'ampoule à addition au numéro 6 et l'ampoule à addition numéro 5. Le réfrigérant, c'est le numéro 2. Le support élévateur, c'est le machin qui peut monter. Ici, le numéro 8. Le chauffe-ballon, c'est un truc avec une prise pour chauffer, c'est le numéro 7. Voilà. Alors si on lit, la solution devient verte et on observe un précipité marron de dioxyde de manganèse. Monoxyde du dioxyde de manganèse. On laisse bouillir. Après avoir éliminé le permanganate de potassium en excès, on refroidit le milieu, on le filtre pour avoir un filtrat limpide et on ajoute 10 ml d'acide chlorhydrique. Donc en fait, comme on a mis du NaOH, j'imagine, comme catalyseur, on obtient un sel de cet acide et il faut le neutraliser, retirer le sel et refaire l'acide avec l'acide chlorhydrique. Voilà. Alors ce qu'on va filtrer, c'est le solide. Donc le précipité marron va pouvoir s'en aller comme ça. Peut-être les pierres ponces aussi. Donc le précipité que l'on recueille, c'est celui-là, le solide, plus la pierre ponce. Et on se retrouve juste avec ce qui est en solution avant de précipiter l'acide benzoïque. Voilà.